Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments, l'émission de la revue des idées pour la civilisation européenne. Et oui, à l'occasion du 172e numéro d'éléments, déjà le 172e élément, nous avons le plaisir de vous retrouver. Autour de moi, pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Esric, le directeur de la rédaction d'Éléments, Patrick Luzinski, qui est notre directeur artistique, qui est un des piliers d'Éléments, il faut bien le dire, et c'est important qu'il soit là. Il n'est pas toujours dans cette émission, mais je rends hommage particulièrement à Patrick Luzinski aujourd'hui. Et ensuite, François Bousquet, le rédacteur en chef d'Éléments. François Bousquet, je rappelle quelques-uns de ses livres, pilier aussi d'Éléments, auteur de La droite buissonnière, d'un livre d'entretien avec Alain de Benoît, d'un essai à charge contre Michel Foucault. Et pour la première fois sur ce plateau, une figure historique de notre revue, j'ai le plaisir de recevoir Yves Christen. Yves Christen qui est un écrivain scientifique, auteur de plusieurs livres chez Flammarion, et qui a le plaisir maintenant de nous donner, je crois que c'est la 4e, une chronique, un bestiaire, une chronique biologique, où il rompt en quelque sorte avec les idées reçues sur les rapports entre l'humanité et l'animalité. Merci à vous. Alors, cher Pascal, vous allez nous parler aujourd'hui de gens qui sont méchants, sales, parfois bêtes, parfois créatifs aussi. Enfin, c'est des gens, on ne sait pas trop comment en parler. On est partagé entre l'enthousiasme et le dégoût. Il s'agit... C'est la génération 16-25 ans. C'est un sujet que j'ai longtemps été réticent à aborder dans Éléments. Et c'est David Lépée, le premier, François Bousquet, qui m'ont convaincu d'aborder ce sujet, parce que c'est une jeunesse qui est reléguée. C'est une jeunesse dont on ne parle pas. Et qui en même temps troll, est très présente sur les réseaux sociaux et qui n'a pas tellement de colonne vertébrale intellectuelle, mais ça pétille, enfin ça part dans tous les sens, et je crois qu'elle dit quelque chose. Une forme de désarroi en quelque sorte. Peut-être de désarroi identitaire, et c'est la raison pour laquelle il nous semblait très important d'y revenir. David Lépée a fait une cartographie assez impressionnante de cette jeunesse dissidente sur les réseaux sociaux. C'est un article qui, à mon sens, restera. Et puis, je vais laisser la parole à François, qui lui, a rencontré le porte-étendard de cette génération. Alors, qui est le porte-étendard de cette génération? Mais je crois qu'il dépasse, ses admirateurs ne sont pas seulement des 16-25 ans. Il s'agit, François, dites le nom. De Marceau, du phénomène Marceau. Phénomène pourquoi? Parce qu'il a quasiment 300 000 abonnés sur sa page Facebook, alors qu'il est invisible sur les écrans radars des médias centraux. Je voudrais simplement au préalable faire une précision. Moi, cette jeunesse ne me dégoûte pas. Non, elle revient absolument de nulle part. C'est comme un disque informatique totalement vierge. Elle a été totalement acculturée par 20 ans d'antiracisme, de droits de l'homme au sein de l'éducation nationale. Et elle se recrée une culture de droite, une contre-culture de droite plutôt, en empruntant à la gauche tous les codes culturels qui étaient les siens dans les sociétés libertaires des années 70. Et c'est là, ça me permet de parler du phénomène Marceau. Marceau est un dessinateur. C'est un dessinateur qui ne gomme pas. Mais qui dégomme. Il a inventé un personnage emblématique qui est Eugène. C'est 120 kilos de muscles, Eugène, et qui fait notre couverture.
le merveilleux Eugène, 120 kilos de muscles, hein, et qui donne des coups de poing, mais pas que des coups de poing, de la Kalachnikov, hein, ou sinon il emprunte son char Leclerc ou un VAB militaire ultra blindé avec la carrosserie merveilleuse, hein, et il défonce carrément la gueule, hein, parce qu'il envoie des bourre-pifs supersoniques, hein, avec une signature balistique. Cette signature balistique, c'est son fameux Brum, hein, Brum qui donne le nom à 2 de ses albums et un 3e qui est à venir, hein, et il dépoussière tous les codes de la BD, et son éditeur dit de lui que c'est un mélange de Mike Tyson, de Gottlieb, du grand dessinateur Gottlieb, mais également de Bukowski. Et en fait, il emprunte tous les codes, et ça nous ramène à notre dossier, tous les codes de ce qu'on appelle aux États-Unis la culture white trash, hein, c'est-à-dire la culture petite blanche, hein, la culture populaire petite blanche. Hein, et cette BD est formidable parce qu'il reprend à Cabu, il reprend à Wolinski, il reprend à GB, il reprend au fond à tous les grands magazines historiques des années 70-80, c'est-à-dire l'Écho des Savanes, c'est-à-dire Harakiri. Il reprend tous ces codes, hein, pour leur faire parler par ventriloquie, des mots de la droite ou de la droite radicale. Et ça marche du feu de Dieu. Il ose tout, il s'autorise tout, et il a un dessin qui, pour moi, était patent. Il est aussi subversif que pouvait l'être le professeur Choron. Vous citiez Harakiri. Choron était un personnage aussi un peu ambigu politiquement. Je crois qu'il est... Choron, justement, joué de cette ambiguïté. Et on n'en sort qu'à son détriment. Il n'en est jamais vraiment sorti. Choron, il se réfugiait derrière sa coupe de champagne. Hein. Marceau prend tous les risques. Hein. Cavana était beaucoup plus ambigu sur le plan intellectuel. C'est très intéressant. Très intéressant. On le voit dans ses livres de mémoire. Oui, absolument. Oui. Donc, et on a rencontré Marceau chez lui à 50 km de Paris avec Patrick. Hein. Donc je vais peut-être céder la parole à notre directeur artistique bien aimé, qui lui est passé par une école de dessin, donc il peut apporter également peut-être la touche graphique. Hein, François m'a embarqué en banlieue, j'y vais jamais en règle générale, mais là on a été obligé de prendre un train de banlieue, c'est une horreur totale. Mais enfin il vit à la campagne, hein, Marceau. Oui, il a un dessin. Alors il a un dessin. C'est vrai qu'on pense à Gottlieb, mais en même temps, il a une sympathie pour ses personnages. Au départ, il reprend en fait le personnage du beauf qu'avait fait Cabu, sauf il l'a inversé. C'est-à-dire que Cabu, son beauf, il s'en moquait. Marceau, il a décidé que oui, il est beauf, et que toutes les personnes qui sont en face, il va leur en mettre une. Le truc, il est tout simple. Alors, au départ, on pourrait être un peu choqué, et en fait, ça amuse de plus en plus les gens. Et celui qui m'a convaincu, c'est quand même Alain de Benoît qui m'a dit « Moi, j'adore Marceau ». Alors, je l'ai regardé, je me dis « Je pense qu'il faut aller le voir ». C'est Alain de Benoît qui a été l'initiateur. Qui a été un peu l'initiateur. Il adore les albums. On a été encouragés à le voir. On peut aimer, dit-il, Alain de Benoît, Heidegger ou Aristote. Hein, disons, on peut aimer Aristote et Marceau. Carl Schmitt et Marceau, évidemment. Donc, on s'est dit... Précision pour nos auditeurs, nos spectateurs. Marceau a commencé à publier ses BD. C'est assez récent, malgré tout. Il est chéri depuis 2 ans. Il a publié, il s'est auto-édité pendant des années. En fait, il s'est fait connaître par les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est vraiment un phénomène de société, mais également de contre-société, parce qu'il est plébiscité par les jeunes, hein, mais il est totalement snobé par les médias centraux. Le titre du papier, c'est « Le phénomène Marceau, pas vu à la télé ». Ça n'est pas vu à la télé et ça marche. Hein. Et chaque signature qu'il fait dans les librairies, il est passé il n'y a pas si longtemps à la grande librairie Kléber de Strasbourg, il y avait la queue sur le trottoir pour se faire dédicacer son album. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Ouais. D'accord. Pour quelqu'un qui n'est jamais passé à la télévision, c'est quand même assez incroyable. Quoi. Et donc, vous retrouvez sous la plume de François Bosquet, j'ai montré... Et les photos de Patrick Luzinski. Et les photos de Patrick Luzinski. Marceau, qui fait d'ailleurs notre couverture. Hein, je montre à la caméra, mais ça sera repris aussi. On pourrait peut-être présenter aussi, Pascal, quelques dossiers, les autres dossiers, parce que Élément est toujours très, très riche. Il y a aussi un dossier très solide sur l'autre Karl Marx. Oui, sur l'autre Karl Marx, et qui commence, c'est un Karl Marx peut en cacher un autre. Voilà, on a Alain de Benoît, mais aussi Pierre-Yves Gomez, mais aussi Denis Collin ont contribué à ce dossier qui a été réalisé à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Karl Marx. On a travaillé sur un autre dossier aussi qui a été supervisé par Pierre Fouque sur la crise financière, cette crise financière qui vient, avec, je crois, des articles et une étude
pédagogique, accessible sur cette crise financière qui vient. Pour rebondir un peu sur ce que vous dites sur Karl Marx, il y a aussi un entretien, faut-il préciser, important avec Stéphane Courtois, qui est le maître d'œuvre du livre noir du communisme, que sur Lénine. Que sur Lénine. D'ailleurs, il y a un marxisme anti-léniniste aussi. Exactement, tout à fait. Bien sûr. Alors maintenant, je me tourne vers Yves Christen. Yves Christen, vous êtes, je l'ai rappelé, un collaborateur historique d'Éléments, et vous êtes depuis 4 numéros, je crois, vous avez initié une chronique scientifique, un bestiaire, où vous rompez un petit peu avec comment dirais-je, ce préjugé humaniste qui voudrait qu'il y ait une rupture radicale entre les hommes et les animaux, entre l'animalité et l'humanité. Est-ce que vous pourriez Oui, c'est exactement ça. Alors, j'ai fait cette chronique parce que Pascal me l'a demandé, mais je crois que c'était effectivement une nécessité. D'une part, il est vrai que sur le plan de la connaissance, sur le plan de la science, on a acquis au cours des 10 dernières années une masse considérable d'informations et d'observations basées sur des faits, et non pas sur des hypothèses ou sur du discours, qui nous permettent de reconsidérer considérablement la question de l'animal. Et il est clair que, par ailleurs, la sensibilité des populations a considérablement évolué. Aujourd'hui, il est certain que, par-delà la science, la cause animale, disons au sens large, attire de plus en plus de sympathie. Par ailleurs, et c'est l'objet de votre question, il est clair que le regard sur l'animal, qui inclut l'homme n'étant pas autre chose qu'un animal. L'homme n'est pas un animal et autre chose, c'est un animal, et qui plus est, c'est un singe. Hein. Il n'y a pas d'autre discours là-dessus, et qui plus est, c'est un grand singe, qui appartient au même groupe de grands singes que le bonobo et le chimpanzé, et d'ailleurs avec à peu près le même patrimoine génétique. C'est très informatif sur, effectivement, ce qu'est l'homme, car on peut dire qu'il y a effectivement une nature humaine, comme il y a une nature de n'importe quelle espèce animale, et c'est informatif, je pense, sur la question, disons, de l'humanisme au sens large. L'humanisme, c'est partie de ces mots qui n'ont pas véritablement de définition objective et universelle. Il y a un entendement qui est simplement celui pourrait-on dire, de la Renaissance, c'est-à-dire le fait de ne pas accepter les données officielles ou les données de droit divin et de penser par soi-même au vu de l'expérience. Et ça, c'est évidemment un humanisme auquel j'adhère à 300%, si ce n'est plus. Mais il y a une autre forme d'humanisme qui est liée selon laquelle l'homme serait le centre de toute chose et le point de référence absolu des choses, n'est-ce pas ? C'est la version à l'Elohim de l'humanisme, en quelque sorte, c'est-à-dire l'espèce d'auto-vantardise d'une espèce humaine qui se gonfle du mérite des autres. Je me souviens, il y a quelques années, Elisabeth Lévy m'avait interrogé pour Le Point sur un de mes livres, et elle m'avait dit, mais quand même, dans votre approche, vous n'êtes pas impressionné par le génie de Homère, Dostoïevski et Darwin. Elle avait choisi 3 noms qui m'étaient sympathiques, d'ailleurs. Et bien sûr que j'ai plein d'admiration pour Homère, Dostoïevski, Darwin et beaucoup d'autres. Mais en aucun cas, je ne suis fondé à me parer de leur mérite. Vous voyez, c'est le syndrome de celui qui dit on a gagné, et qui se pare des mérites de Zidane. Il n'est pas Zidane, quoi que l'on pense du football. Hein. Donc je pense que cet humanisme fanfaron, bas de gamme, doit être effectivement déconstruit. Et interrogé. Et alors, vous apportez aussi des éléments très intéressants dans votre chronique, notamment sur la question du langage. Oui. Où vous montrez notamment qu'il y a des formes de langage très élaborées chez certains animaux. C'est une idée qu'on trouve partout et que les neurologues et qu'à peu près tout le monde répand. Moi-même, j'ai dû l'écrire d'ailleurs, idée selon laquelle seule l'espèce humaine a un langage. Et puis, ce genre de choses, quand on est habitué à le répéter, on finit par y croire, parce que ça paraît être une vérité officielle. Je crois que c'est une idée qui est fausse, de quelque manière qu'on la considère. Les animaux produisent des sons, produisent des paroles qui sont équivalents de nos mots, et ils sont même capables, pour certains d'entre eux, de comprendre des langages humains, l'anglais en l'occurrence, des langages par signes aussi, et véritablement, je ne vois plus aucune raison de penser que le langage serait le propre de l'homme. Alors, ce qui fait l'objet de cette chronique particulière, c'est le fait qu'il y a maintenant des évidences, comme on dit dans le langage anglo-saxon, qui suggèrent que les différents grands singes, en tout cas les chimpanzés, les bonobos et les humains, qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très très voisins, sont probablement capables de se comprendre.
au moins sous forme de langage par signes. C'est-à-dire que les langages par signes de ces grands singes, y compris des humains, on fait toujours des signes, hein, même si on parle d'un langage articulé, sont assez similaires. Et donc, la première question, c'est est-ce qu'on peut se comprendre? Il semble que oui. Et est-ce qu'on peut éventuellement, est-ce que ça a le même sens? Est-ce que les mêmes signes ont le même sens, qui sont chargés de sens? Et est-ce qu'on peut éventuellement communiquer de la sorte? C'est un petit peu plus compliqué, bien sûr, mais je n'exclus pas que ce soit possible. Ben écoutez, merci Yves Christen pour tous ces éléments passionnants. Je vous invite, chers téléspectateurs, à retrouver dans chaque numéro désormais d'Éléments la chronique d'Yves Christen, qui est toujours stimulante, même si on ne partage pas d'ailleurs, et certains de nos collaborateurs ne partagent pas l'ensemble de vos analyses. Ah ben c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, mais c'est toujours stimulant. C'est toujours très stimulant. Donc merci Yves Christen pour votre présence sur le plateau. Et maintenant, nous allons passer à notre dernier moment de cette émission que certains aiment particulièrement, nos coups de cœur et nos coups de gueule. Alors, je vais commencer par qui? Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur les coups de gueule? On va commencer par un coup de gueule. Cher Patrick Luzinski, je crois que vous êtes en colère. Pas en colère, mais... c'est pas une colère. C'est pas la colère, c'est plutôt de l'agacement. Ouais, agacement, puis en fait, c'est plus... Et déception. Déception, je sais pas. Non, mon coup de gueule sera contre... C'est un article dans Libération, alors c'est pas très étonnant, qui s'appelait « Nouveaux identitaires, troubles, convergence ». Ça a été écrit par Sophie Wanisch. Alors vous allez me dire, mon cher Olivier, qui est Sophie Wanisch? Mais oui. Qui est Sophie Wanisch? Si vous ne me le demandez pas, je vais pas vous donner. Mais je savez qui était plus ou moins Sophie Wanisch. Non, c'est quand même, elle est directrice de recherche en histoire et sciences politiques au CNRS, c'est quand même pas rien. Équipe transformation radicale des mondes contemporains à l'IIAC et à l'École des hautes études. Donc quand même... Hein. Et donc, elle a fait tout un article pour nous expliquer, parce qu'elle parle de nous, de la nouvelle droite, elle parle du Grèce, elle dit beaucoup d'imbécilités. Je vais juste vous donner un petit exemple. Elle dit « Au sein du Grèce, la version païenne de l'Occident prospère aux côtés de la version chrétienne. » Je ne savais pas ce que... Une culture du sang pur arien pour les premiers, un imaginaire des sangs mêlés pour permettre d'étendre l'empire de la mystique du Christ pour les seconds. Vous arrivez à comprendre? Moi, je ne comprends pas. Mais ce qui m'a intéressé dans l'article de Sophie Wanisch, c'est qu'elle dit, quant au financement de tout ça, de ce qu'on fait, Éléments, elle fait, dans les années 2000, des hommes d'affaires, voire des gouvernements du monde arabe et perse, la Syrie, la Libye, l'Iran, parfois par antisionisme, mais parfois par antisémitisme, des films, des entreprises, des campagnes électorales, des millions d'euros. Des millions et des millions. Des millions, ce n'est même plus un secret. Donc moi, je pose la question au chef suprême des identitaires, que je n'ai jamais rencontré. J'aimerais bien savoir où est passé tout cet argent qu'on a reçu, parce que nous, de notre côté, on a quand même énormément de mal à faire notre revue. Et donc, je demande au grand chef de demander, et ça doit être vrai, parce que la grande Sophie, directrice du CNRS, le dit dans Libération. Donc cet argent, j'aimerais bien savoir où il est. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur ces millions qu'on n'a pas eus. Alors, Ces millions. Parce que nous, on est prêt à les prendre. Hein. Oui, si les gens toujours prêts à prendre de la l'argent Libye, par qu'ils ont exemple, fructifié pour réaliser de belles émissions. Moi, je pensais que la Libye, il n'y avait que revue. Nicolas Sarkozy qui avait touché, mais non, il paraît que nous avons touché de l'argent de la Libye. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut maintenant faire un coup de cœur parce que... Oui. Alors voilà, coup de cœur, Pascal. Oui. En fait, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Ouais. Alors, c'est un coup de cœur et un coup de gueule, et c'est un coup de gueule contre le général de Villiers. C'est page 54 dans Éléments, 2 pages, ça se lit très vite, et à la fin, il ne reste rien du général courtisan, rien de ce maître, de ce spécialiste des affaires financières qui s'est aplati durant toute sa carrière et qui aujourd'hui s'est vendu pour un plat de lentilles au Boston Consulting Group. C'est une multinationale américaine en conseil, stratégie. Et donc Philippe Christel nous raconte tout ça. Il s'est transformé en petite souris. Et il nous raconte la journée type du général devant son patron américain. C'est réjouissant. Journée de reptation peut-être. Oui, beaucoup de reptation. C'est sanglant et c'est à lire page 54. C'est le premier article qu'il faut lire.
Et après, nous allons le lire. Une enquête à la Mediapart, presque. Exactement. En plus sérieux. En plus sérieux. Chérie Christelle. Non, moi je voulais être beaucoup plus positif que ça. Oui. Et à la fois vis-à-vis de la presse et vis-à-vis du CNRS. Je pense que, bon, tout est une histoire de verre à moitié vide, à moitié plein, mais étant un grand pessimiste, de manière générale, je souhaiterais qu'on fasse un gros effort pour positiver le monde et essayer de repérer les éléments de beauté qu'il y a dans le monde, y compris dans la presse. Et je trouvais, hélas je n'ai pas lu l'article, mais j'ai simplement vu la couverture du Point montrant la photo de Saint Isas de Haine en le traitant de pape du cerveau. Le mot pape est évidemment un peu ridicule, bien que Stan de Haine fasse partie de l'Académie pontificale. Mais ça, je trouve que c'est quand même assez réjouissant. J'avais fait sur son travail, il y a quelques mois, un article dans Éléments, parce que, voilà, un vrai savant, hein, c'est pas, vous savez, le type du CNRS qui a fait 2-3 papiers de laïus dans la grande presse, c'est un vrai savant, c'est un très grand homme de science, et c'est quelqu'un qui a fait un travail, je trouve, très important sur le plan de la connaissance du cerveau humain, de la conscience, et également, c'était l'objet de l'article que j'avais consacré sur le plan de la pédagogie. Il faut le dire aussi avec la complicité de l'actuel ministre Blanquer, qui, je pense, est quand même un des rares ministres dont on puisse se dire essentiellement du bien. Et avec cette idée, me semble-t-il, très importante de faire de l'éducation basée sur des preuves. Vous savez, en médecine, il y a ce concept de evidence-based medicine, hein, médecine basée sur des preuves. Et je crois que c'est extrêmement important, parce qu'il est clair que la pédagogie a été basée essentiellement sur du laïus, sur des lubies, des idéologies, des pédagogues autoproclamés qui disaient qu'il fallait faire ceci ou cela. Or, de vous à moi, c'est quand même au moins aussi important l'enseignement des enfants que le traitement de l'angine des petits-enfants ou de l'arthrose des vieillards. Hein. Donc je crois que c'est là un ensemble de concepts très importants, et je trouve intéressant que Le Point, qui est un grand journal, ait effectivement mis l'accent sur un vrai type de valeur. Et voilà, rendons hommage au Point. Rendons hommage au Point. À Stanislas de Haine. Et à Stanislas de Haine, évidemment. Mais au Point aussi, montrer qu'il y a quand même des journalistes intelligents, même dans la presse qu'on dit officielle. Alors, nous n'allons pas parler d'un membre de l'Académie des sciences, comme François Bousquet, bien que ce soit parfois des fils de directeurs de recherche au CNRS. Et je vais décevoir Yves Christelle, je vais un peu taper sur le CNRS. Voilà. Alors, dites-nous, vous allez nous parler de gens habillés en noir, voilà, c'est ça ? Des Black Blocs dont on a beaucoup reparlé à la suite des débordements du 1er mai, de la sociologie, CSP+, des Black Blocs. C'est vraiment l'intifada des fils à papa, c'est l'intifada des étudiants en prépa. Et je me suis replongé dans ce que Pasolini a écrit il y a 50 ans des 68 arts. Pasolini a démoli les 68 arts. Vous avez des gueules de fils à papa. Je vous hais comme je hais vos papas. Et ça nous replonge 50 ans en arrière, parce que ce sont les mêmes profils sociologiques, hein, des faux émeutiers qui ont été démasqués grâce aux comparutions immédiates. Je rappelle pour mémoire, un centralien à 4 200 € par mois, le fils d'un chercheur au CNRS, hein, et, cerise sur le gâteau, la fille d'un très haut directeur financier. On se serait cru dans la chanson des Inconnus, Auteuil, Neuilly, Passy, tel est notre ghetto. Pour un bad trip gauchiste, ça la foutait mal, parce que ces gens-là, entre l'oral de science, un oral à Sciences Po et un partiel à la Sorbonne, brûlent des voitures, hein, donc surréalistes. Hein. Ce qui est fascinant avec ces gens-là, ce sont des faux révolutionnaires, de faux durs, hein, de faux insurgés. Il faudrait presque les faire condamner pour délit d'usurpation d'identité. Révolutionnaire, s'entend. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les fils d'universitaires qui bloquent les universités. C'est ça le grand paradoxe. Pourquoi pas, après tout ? Ils ont le droit. Mais rendez vos diplômes. Hein. Rendez l'argent. Et là, on vous croira sur parole. Hein. Et en fait, on est au cœur de la reproduction sociale des élites culturelles. Hein. Et je recite de nouveau Pasolini. Il disait que de ces gens-là, les étudiants, qu'ils ne connaissent que le moralisme de papa magistrat, parce que papa est magistrat au chercheur au CNRS, hein, et que le vandalisme du frère aîné, du vandalisme conformiste du frère aîné. Voilà ce que Pasolini disait il y a 50 ans. Rien n'a changé. Comment prendre au sérieux ces gens-là ? En réalité, ils braquent des distributeurs de billets avec un pistolet à eau dans la main gauche, hein, et les œuvres de Pierre Bourdieu dans la main droite. Hein. Ils s'imaginent parce qu'ils arrachent des abribus qui vont prendre la Bastille. Hein. Alors qu'en réalité, leur révolte est indexée au prix du mètre carré dans le 6e arrondissement. Leur révolte est indexée à leur niveau de diplôme. Ce sont que des surdiplômés qui disent zut, hein, flûte, hein, fruit au système. Hein. Oh mon Dieu, quelle audace, hein, pour le lendemain réintégrer leur labo du CNRS. Alors maintenant, moi je ne dirais plus dans les manifestations CRS-SS, je dirais CNRS-SS, CNRS-SS. Bref, ce sont des bouffons
Et voilà, hasta luego les amis. Et merci, cher François, pour cette mise au point décapante. Moi, je ferai un coup de cœur. François, pour un auteur que j'ai découvert récemment grâce à un ami, qui est Lucien Baudard, le grand Lucien Baudard, notamment son reportage sur la guerre d'Indochine, les 3 volumes qu'on peut trouver en folio, magistral. Cette guerre d'Indochine qu'il raconte quasiment comme une guerre médiévale, avec le roi Jean de Lattre de Tassigny. Cette guerre oubliée, qui est d'ailleurs une des dernières guerres où peut-être un certain nombre de vertus européennes se sont exprimées à travers des figures d'officiers notamment, mais aussi Monsieur le Consul, mais aussi le chien de Mao. Lucien Baudard, qui a été souvent un auteur qu'on a peu à peu qualifié de manière péjorative d'écrivain populaire, mais moi je pense qu'il c'est un écrivain populaire au meilleur sens du terme. Aussi grand qu'Alexandre Dumas. Aussi grand qu'Alexandre Dumas, et aussi qui a une langue, il faut le dire, qui est une sorte de lave. On se baigne dans la langue de Lucien Baudard comme dans un fleuve asiatique, plein de fleurs, de couleurs, d'odeurs, etc. Donc lisez Lucien Baudard, et ensuite lisez aussi Olivier Molin. Je devais parler au début d'Olivier Molin, auquel j'ai consacré ma chronique, mais Lucien Baudard, vous trouvez chez tous les bons bouquinistes. Merci, chers amis, nous nous retrouvons lors de la prochaine émission, c'est-à-dire lors de la parution du numéro 173 d'Éléments. Je vous rappelle que le numéro 172 est en kiosque, avec cette merveilleuse couverture sur le phénomène Marceau. Au revoir, bonne journée, et à très vite avec la rédaction d'Éléments. Au revoir. Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté.